Commission nationale du DELF et du DALF. Réussir l'unité B2. Entraînement à la compréhension orale. Suzanne Baudet. Copyright Attier Didier, 1996. Enregistrement numéro 1. France Info, bonjour. Notre invité d'aujourd'hui, un spécialiste de la publicité, est venu nous parler de son métier. Oui, et je remercie d'abord France Info de m'avoir donné cette occasion. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les grands supports publicitaires. D'abord la presse, bien sûr, la radio, la télévision, le cinéma et surtout les affiches que vous voyez dans les rues. Enregistrement numéro 2. Vous êtes receveur d'un grand bureau de poste. Parlez-nous de ces bruits qui courent sur une augmentation possible des tarifs postaux, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais ce sera vraiment une petite augmentation et qui concernera essentiellement les lettres. Le timbre pour les lettres qui pèsent moins de 20 grammes passera de 2,80 francs à 3 francs à partir du 1er octobre prochain. Enregistrement numéro 3. Camarades, les routiers viennent de décider une grève de 36 heures pour protester contre la nouvelle augmentation des prix des carburants. Aidez-nous demain à bloquer les routes. Enregistrement numéro 4. Mais docteur, qu'est-ce que je dois faire ? Maigrir, absolument. Sinon votre cœur vous lâchera. Ah bon ? Mais combien de kilos ? Il vous faut perdre au moins 6 kilos. Ensuite, on en reparlera. Donc, un régime ? Eh oui, un régime. Et faites-le sérieusement. Je sais, ni gâteau, ni chocolat. Oh, pas seulement. Ni pain, ni féculents, ni sucre, ni boissons sucrées, ni viande en sauce, ni dessert, ni café. Enregistrement numéro 5. Une manif contre l'augmentation des tarifs des inscriptions à l'université est organisée demain par les associations d'étudiants. Rejoignez-nous à midi, place de la Bastille. Enregistrement numéro 6. Je voudrais réserver une place pour Avignon le 22, s'il vous plaît. Oui, vers quelle heure souhaitez-vous partir ? Dans l'après-midi. Pas trop tard. Pas trop tard. Bon, vous avez un train qui part de Paris à 15h40, qui arrive à Avignon à 19h29. Vous en avez un autre à 16h qui arrive à Avignon à 20h08. Voilà. Enregistrement numéro 7. Savez-vous qu'un rat, exposé à un bruit incessant, finit par mourir ? Je sais. Vous n'êtes pas un rat, et vous n'êtes peut-être pas exposé à un bruit incessant. Mais avouez que le bruit de la rue devient parfois insupportable. Eh bien, si c'est le cas, nos fenêtres isolantes peuvent apporter tout de suite une solution idéale à ces problèmes. En remplaçant vos anciennes fenêtres par des menuiseries en aluminium, vous pouvez arriver à isoler totalement votre appartement contre les bruits de la rue. Ces nouvelles fenêtres sont robustes et très faciles à poser. Elles ont fait leurs preuves et vous garantissent à la fois contre le bruit et contre le froid. Pour en savoir plus, écrivez-nous. Enregistrement numéro 8. Les copropriétaires de mon immeuble ont voté des travaux importants. Suis-je obligée de les accepter ? Vous êtes vous-même copropriétaire ? Oui, et j'avais voté contre. Nous étions plusieurs à voter contre. Oui, mais si j'ai bien compris, la majorité a voté pour. Oui, bien sûr, oui. Alors vous êtes obligé d'accepter ces travaux et de payer votre quote-part. Mais consolez-vous, vous pourrez déduire une partie importante de cette somme de vos impôts de cette année. Il vous faudra fournir un document indiquant la nature des travaux qui seront réalisés, ravalement, chauffage, toiture, le nom des entreprises qui effectueront ces travaux et les calculs qui précisent le montant de votre participation.
Enregistrement numéro 9. Pourquoi nous parle-t-on tellement de démographie? Mais savez-vous que... Bon, d'abord, la démographie, n'est-ce pas, c'est l'étude de la population. Eh bien, il y a aujourd'hui sur Terre 5 milliards d'hommes. Et selon les démographes, il y en aura 10 milliards en 2100. Mais la population n'augmente pas partout. Chez nous, par exemple. Oui, vous avez raison. En Europe, mais au Japon aussi d'ailleurs, nous avons de moins en moins d'enfants. Par contre, dans bien des pays de ce que l'on appelle le tiers-monde, la population double tous les 25 ans. Ainsi, en 2100, Mexico, qui est la plus grande ville du monde, aura 26 millions d'habitants. Et l'Afrique sera 4 fois plus peuplée que l'Europe. C'est simple, l'Europe ne représentera que 2% de la population mondiale. Et c'est inquiétant? Ce qui inquiète les démographes, ce sont les problèmes que cela pose à l'humanité tout entière. Comment nourrir tout le monde? Comment éduquer les enfants? Et plus tard, comment leur trouver un emploi? Oui, c'est inquiétant. Mais il nous faut trouver des solutions. Et nous en sommes peut-être capables. Enregistrement numéro 10. Et voilà, c'est fait. La Grande-Bretagne n'est plus une île. Enfin, presque. La preuve? Eh bien, c'est que vous n'avez plus besoin de prendre le bateau pour aller rendre visite à nos voisins anglais. Vous pouvez y aller grâce à l'Eurotunnel. Après tant d'années de réflexion, tant de projets divers, voilà enfin le rêve réalisé. Les Anglais et les Français ont creusé un tunnel sous la Manche et l'ont inauguré en 1994. C'est un tunnel qui fait 50 km de long et grâce auquel des trains directs, rendez-vous compte, emmènent les voyageurs de Paris à Londres en 3 heures. Si vous souhaitez avoir votre voiture, c'est simple. À Calais, des trains transportent les voitures jusqu'à Douvres, de jour comme de nuit. En bateau aussi, bien sûr, mais là, c'est plus compliqué, car le transport dépend des caprices de la météo. Depuis l'inauguration, des foules de voyageurs sont déjà passés dans les deux sens. Des touristes, bien sûr, mais aussi des curieux qui rêvent de voyager sous les mers. L'Eurotunnel aura-t-il une influence sur les Britanniques? Vont-ils perdre les particularités qu'on leur connaît? Devenir un peu moins anglais? Peut-être un peu plus européens? Enregistrement numéro 11. Vous vous souvenez autrefois? Non. Vous ne vous souvenez pas. Vous êtes trop jeune. Mais jusqu'en 1918, c'est-à-dire avant la création des chèques postaux, nos parents devaient toujours avoir dans leur poche des billets de banque ou des pièces de monnaie. C'était lourd, pas très pratique. Et puis, il y avait le risque de se faire voler. Heureusement, avec les chèques, c'est devenu plus simple. Et l'argent circulait de moins en moins. Mais depuis les années 70, il y a une solution encore plus simple pour payer vos achats ou régler vos factures. C'est la carte magnétique. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la monétique, c'est la mise en place de cette nouvelle technique de paiement. Tout se passe par ordinateur, tout passe par des circuits électroniques. Aussi, ces cartes magnétiques coûtent beaucoup moins cher aux banques. Elles sont encore plus pratiques que les chèques. Et aujourd'hui, beaucoup de gens circulent dans le monde sans monnaie, sans chèque, avec seulement une carte de crédit en poche. Enregistrement numéro 12. Si vous êtes à Paris, comment vous déplacer? Pas de voiture personnelle, et puis les taxis sont beaucoup trop chers. Se déplacer à Paris? 2 solutions, et très intéressantes toutes les deux. Le bus et le métro. Le métro d'abord. Il est pratique, il va partout, il n'est pas cher. Vous pouvez acheter des carnets de 10 tickets, mais si vous restez quelque temps, il y a la carte Orange, qui est très économique. Ensuite, il est rapide. Il y en a à peu près toutes les minutes dans la journée, et entre 2 stations, le trajet dure en moyenne 1 minute et demie.
Enfin, il est très facile à utiliser. Il y a des panneaux partout et les plans sont gratuits. Et le bus? Ah, c'est agréable. Vous voyez tout Paris. Ce n'est pas comme dans le métro où l'on est presque toujours sous terre. Il est moins rapide que le métro, c'est sûr, mais toujours plus rapide qu'une voiture. Et c'est cher? Plus cher que le métro. Un ticket ne suffit pas toujours. Il en faut souvent 2. Il est aussi facile à utiliser? Quand on a un peu l'habitude, oui. Mais ces petits inconvénients sont peu de choses s'ils vous permettent de voir Paris. Enregistrement numéro 13. Sur tous les continents de la Terre, plus de 200 pays vivent ensemble. Parmi ces pays, 70 environ, c'est-à-dire moins de la moitié, ont reconnu comme langue de communication l'une des 2 langues officielles du Canada, le français et l'anglais, parfois même les 2. Ces 2 langues sont présentes sur les 5 continents, et ce sont les langues internationales les plus importantes. On les utilise dans le commerce, les communications, et bien sûr, dans les réunions et rencontres de travail internationales. À l'ENU, par exemple, il y a 6 langues officielles. L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Cependant, les 2 langues de travail les plus utilisées, c'est-à-dire les langues qu'on emploie dans tous les documents officiels, sont le français et l'anglais. Le français est la ou l'une des langues officielles d'environ 30 pays. L'anglais, celle de 45 pays. Enregistrement numéro 14. Nous allons parler aujourd'hui des dépenses habituelles des Français. Parmi les grands groupes de dépenses, l'alimentation représente près du quart de la consommation des ménages. L'habitation, loyer, chauffage, éclairage et équipement du logement, environ un autre quart. La santé et l'hygiène absorbent à peu près un 1/8. Le reste se partage entre l'habillement, les dépenses de transport, de culture et de loisirs. Par comparaison avec les pays voisins, on peut dire que le Français mange bien, s'habille correctement, est médiocrement logé, bien qu'il fasse un effort pour s'équiper, et consacre une fraction importante de son revenu aux dépenses médicales et au transport individuel. Cette structure des dépenses évolue assez rapidement avec l'accroissement du revenu. Ainsi, en un quart de siècle, la part des dépenses alimentaires et celle de l'habillement ont baissé. Au contraire, la place relative de toutes les autres grandes rubriques, notamment de l'habitation et des transports, a augmenté. Enregistrement numéro 15. La consommation d'énergie en France a subi de très grands changements en 40 ans. D'abord en quantité. Nous consommons 3 fois plus d'énergie. Ensuite, en nature. Et c'est le paradoxe. La France, qui possède des réserves de charbon excellents et presque pas de pétrole, ne consomme presque plus de charbon, mais beaucoup de pétrole. Les ressources nationales? Eh bien, il y a donc le charbon, qui était jusqu'en 1970 notre principale source d'énergie. Mais malgré les qualités et l'abondance des réserves, les bassins ont été abandonnés et on a préféré importer du charbon étranger parce qu'il coûtait moins cher. Oui, mais pour quel résultat? Des milliers d'ouvriers sont maintenant au chômage. Et puis ce charbon coûte très cher en devises. Nous avons aussi du gaz naturel, non polluant et livré à domicile. L'exploitation des landes donne 7 milliards de mètres cubes par an. L'électricité, l'équipement est l'un des meilleurs d'Europe et les centrales thermiques sont moins coûteuses que les barrages. Le nucléaire, l'équipement est le 3e du monde. Le soleil, qui fait partie de ce qu'on appelle les énergies nouvelles, mais il ne peut être utilisé que dans le sud de la France. Voilà pour nos ressources. Quant aux importations, il y a le charbon, la France est le 2e importateur mondial,
Il y a aussi le pétrole. Nous importons 50% de l'énergie consommée. Et enfin, le gaz, qui vient d'Algérie, de Russie ou des Pays-Bas. Enregistrement numéro 16. Le métier dont nous allons vous parler aujourd'hui, pompier d'aéroport. Comment devenir pompier dans un aéroport? Eh bien, à partir de 18 ans déjà, vous pouvez être volontaire. 2 qualités essentielles, un grand sang-froid et une excellente condition physique. Ensuite, vous pouvez demander à faire votre service militaire dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris, par exemple. Et pour être affecté dans un aéroport? Eh bien, en plus de ce que nous avons déjà dit, sang-froid, excellente condition physique, il faut avoir moins de 30 ans et être titulaire du permis poids lourd. Vous pouvez alors passer le concours et, si vous êtes admis, vous devez suivre une formation spécifique de 3 semaines. Et les réflexes? La rapidité, ça compte, non? Vous n'en avez pas parlé. Ah oui, la rapidité, c'est indispensable. Savez-vous que les pompiers de Roissy, par exemple, n'ont que 3 minutes, où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, 3 minutes pour s'habiller, sauter dans les camions et foncer vers le feu. C'est terrible, le feu. Il suffit d'1 minute pour désintégrer un fuselage d'avion. Heureusement, leurs camions peuvent déverser 6000 litres d'eau en 1 minute. La rapidité, oui, c'est important, mais les pompiers n'arrêtent jamais leur entraînement. Sport, exercices d'alerte, expériences diverses, cours théoriques. Alors vous voyez, on peut leur faire confiance. Enregistrement numéro 17. Le ministère du Tourisme confirme que cette année, tous les records seront battus. Les touristes étrangers envahissent la France, qui est déjà depuis quelques années le premier pays touristique au monde. En 1991, pour la première fois, 56 millions d'étrangers sont venus nous voir et le tourisme devient la première industrie française, battant de loin, de très loin, l'agroalimentaire, l'automobile et l'armement. De plus, même les Français partent moins et préfèrent de plus en plus prendre leurs vacances d'été ou d'hiver dans leur pays. Les touristes ont, peut-on dire, leur spécialité. Ainsi, les Allemands préfèrent oublier les villes et vivre quelques jours en pleine nature dans de petites auberges qui offrent des menus maison et de jolies balades en campagne. Ils étaient plus de 11 millions en 1991 et ont dépensé 206 francs par jour. Les Américains préfèrent les villes et les monuments classés. Ils se partagent entre Paris et les châteaux de la Loire. Ils étaient plus de 2 millions en 1991. Mais ils ont dépensé beaucoup plus que tous les autres. En moyenne, 640 francs par jour chacun. Les Japonais, eux, traversent la France sans s'arrêter. Ils veulent voir le Mont Blanc, les boutiques et les terrains de golf. Ils ne restent pas longtemps, mais dépensent beaucoup. 1 000 francs par jour, nous dit-on. Mais est-ce bien vrai tout cela? Enfin, les Anglais aussi sont très nombreux. Chaque année, 8 millions traversent la mer du Nord pour des séjours culturels, quelquefois assez longs, mais quelquefois pour une seule journée dans les magasins de Boulogne. En fait, maintenant, la mode est partout au tourisme vert. La nature, les rivières, le calme, les curiosités naturelles. Voilà ce que recherchent nos voisins, fatigués par une année de travail, de bruit et de télévision. Enregistrement numéro 18. La publicité, on la trouve partout. Elle nous envahit. La presse d'abord, qui permet, si on le souhaite, de s'adresser à un public bien précis. Les journaux financiers, par exemple. Ou encore la presse féminine. Ou la presse des jeunes. Ensuite, les affiches que l'on trouve dans la rue, dans le métro, sur les autobus, dans les vitrines.
Elles sont souvent très belles. Enfin, pas toujours. Il y a la radio. Mais qui écoute la publicité à la radio? Dans les supermarchés, peut-être. Et puis, il y a la télévision. Alors là, savez-vous qu'une demi-minute de publicité peut toucher des millions de personnes? Mais savez-vous aussi le prix que cela coûte? Jusqu'à 300 000 francs, dit-on. Ah, il y a le cinéma aussi. Mais là, je crois que ça touche moins de monde. Et puis, de plus en plus, il y a les prospectus, ces tonnes de petites feuilles de papier qui envahissent les boîtes aux lettres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit le support employé, chaque publicité a un objectif précis. Par exemple, faire connaître un produit nouveau en donnant bien sûr envie de l'acheter. Donner un nouveau nom. Un nom accrocheur, bien sûr. Expliquer à quoi il sert, ou plutôt en quoi il est indispensable. Et puis le décrire, montrer qu'il est le plus beau et le meilleur. Ou encore, quand un produit est connu depuis longtemps, qu'il est usé, vieilli, la publicité peut servir à lui donner une nouvelle image pour le relancer, le rajeunir. La publicité peut aussi parler non pas d'un produit, mais d'une entreprise, et en vanter les qualités. Enfin, la publicité sert surtout à fidéliser les consommateurs, à les garder, à les empêcher de se laisser tenter par un produit concurrent. Il faut parler de soi, être là. Enregistrement numéro 19. Savez-vous combien de langues existent dans le monde? Oh, tous les chercheurs ne sont pas d'accord. L'un d'eux donne le chiffre de 5103, et parmi elles, 150 environ sont en train de disparaître, alors comment savoir combien il y en a réellement? Comment naissent les nouvelles langues? Eh bien, par exemple, quelques siècles à peine peuvent suffire à faire naître une nouvelle langue à partir d'une autre qui existe déjà. Cela peut se produire quand un groupe important de personnes parlant une même langue vit loin de son pays. Il y a eu le cas, par exemple, des Hollandais d'Afrique du Sud. Le néerlandais a tellement changé qu'il est devenu l'Afrikaans. Et est-ce qu'une langue peut mourir? Oui, peu à peu, lorsqu'elle est employée par exemple comme deuxième langue. Elle reste comprise, mais les jeunes ne la parlent plus et elle disparaît quand il n'y a plus personne pour la parler. Et puis, il y a aussi les différentes manières de parler une même langue. Prenez un pays comme le Canada, où il y a plusieurs régions francophones. Eh bien, les gens ne parlent pas tous de la même façon, ils emploient des mots différents pour dire la même chose. Et pourtant, c'est toujours la même langue, le français. Et une Canadienne anglophone voyageant aux États-Unis, en Angleterre ou même dans une autre province du Canada ferait la même remarque. Il y a aussi les familles de langues? Oui, par exemple l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain et le français font partie de la même famille des langues romanes. Alors que si l'on compare le français et l'anglais, ce sont des langues beaucoup moins proches. Et puis, il y a d'autres langues très différentes des langues romanes comme le chinois ou le russe. Enregistrement numéro 20. Vous avez déjà entendu parler de la station Mir? Non? Eh bien, je vais vous raconter. En 1957, les Russes ont envoyé le premier satellite. Puis, en 1961, Youri Gagarin a été le premier homme à aller dans l'espace et à tourner autour de la Terre. Depuis, d'autres hommes sont partis ainsi et sont restés dans l'espace de plus en plus longtemps. Au total, aujourd'hui, plus de 200 hommes sont partis et revenus en nous rapportant de nombreuses informations. La station Mir, elle, a quitté la Terre le 26 février 1986. Elle tourne jour et nuit au-dessus de nos têtes à 320 km de hauteur. 16 fois par jour, elle fait le tour de la planète. Mir est un véritable centre de recherche scientifique dans l'espace. Il y a toujours 2 astronautes qui habitent la station et certains y sont restés plus d'1 an. Les scientifiques russes ont essayé de faire ressembler Mir à un véritable appartement de 3 pièces
pour que les astronautes puissent y vivre confortablement, sans avoir besoin de revenir trop souvent sur Terre. Mais dans l'espace, ce n'est pas très facile. Il faut tout attacher pour ne pas que les objets volent dans la pièce, puisqu'ils n'ont pas de poids. Les astronautes ont un coin pour manger, un coin pour dormir et un autre pour faire des expériences. Ils travaillent 8 heures par jour, dorment 8 heures et ont 8 heures pour les loisirs. Ils passent beaucoup de temps à faire des exercices physiques, car leur corps et leur cœur travaillent beaucoup moins que sur Terre. Il faut donc les maintenir en forme. Enregistrement numéro 21. Vous avez bien voulu accepter de venir nous parler de l'urbanisme en France. Mais d'abord, une question. Est-il exact que la répartition des populations a changé depuis la guerre? Oui, c'est exact. La répartition a changé et même beaucoup changé. Vous voyez, il y a 40 ans, la moitié des Français vivaient à la campagne. Aujourd'hui, ils ne sont même plus 20%. Et les causes, on les connaît? Il y en a deux essentielles. L'exode rural d'abord. Un très grand nombre de paysans sont partis habiter et travailler en ville. Et puis la crise économique qui a frappé certaines régions. Les habitants ont cherché du travail dans les grandes villes. Et savez-vous que 1/6 de la population française habite la région parisienne? Et dans l'autre sens, il n'y a pas de mouvement dans l'autre sens? Des gens qui préféreraient vivre à la campagne? Mais oui, il y a un mouvement en sens inverse. Et là aussi, il y a deux raisons essentielles. D'abord, les retraités qui quittent la ville, mais il y a aussi le prix des loyers. En ville, c'est très cher. Et beaucoup de citadins préfèrent habiter à la campagne et faire la route tous les jours pour travailler en ville. Mais vous dites que les loyers sont chers. Pourtant, on voit ces fameuses tours de béton. Ça ne doit pas être cher, là. Oui, ces tours dans la région parisienne, surtout. C'est une catastrophe. On a pensé d'abord à loger le plus de monde possible. Résultat, pas d'arbres, pas d'équipement collectif, pas de commerce, pas de transport en commun. La catastrophe, oui. Et maintenant? Eh bien, on a cherché des solutions. D'abord, ce qu'on appelle les capitales régionales, ce qui donnera un peu d'équilibre par rapport à Paris. Ensuite, les villes nouvelles. Elles sont construites à quelques dizaines de kilomètres des grandes villes et sont beaucoup mieux aménagées. Ces villes nouvelles ne sont pas seulement des cités dortoirs, mais des lieux où il fait bon vivre. Enfin, le projet qu'on appelle Paris Futur, qui veut relier entre elles toutes les banlieues de Paris, alors qu'autrefois, il fallait passer par le centre. Les banlieues vont communiquer, enfin. Enfin, c'est un rêve pour le moment. Enregistrement numéro 22. Non, ils ne sont pas du même avis. Écoutez-les. D'abord, les machines nous font gagner du temps. Ah oui? Alors comment se fait-il que les gens, maintenant, soient toujours pressés? Je n'ai pas le temps. Autrefois, nos parents savaient vivre plus tranquillement. L'heure pour eux, c'était l'heure du soleil, pas l'heure de l'horloge de l'usine. Mais vous n'allez pas me dire, si vous gagnez du temps grâce à une machine, vous pouvez en profiter pour aller au théâtre. Vous rêvez? Ce n'est pas moi qui gagne du temps, c'est mon patron. Résultat, je travaille autant. Mais comme il n'y a plus assez de travail pour deux, mon ancien collègue est maintenant au chômage. Et la fatigue? Vous devez admettre que grâce aux machines, le travail est moins pénible. Voyez le tracteur, c'est plus facile maintenant d'être cultivateur. Et la machine à laver? Oui, bien sûr, ces exemples. Mais souvenez-vous des usines et du travail à la chaîne. L'homme devait obéir au rythme de la machine, aux cadences, l'horreur. L'homme était mécanisé, affolé par la vitesse, esclave de la machine. Et puis il n'avait plus aucune initiative, toujours les mêmes gestes, pas de création. Grâce aux machines, en tout cas. On peut produire davantage, c'est l'abondance. Plus de blé, plus de voitures, plus de... Oh, parlons-en de l'abondance. Appelons-la plutôt surproduction, et vous direz alors la vérité. Trop de viande, trop de beurre, trop de ceci, trop de cela. On ne sait plus quoi en faire. Ça fait baisser les prix et les producteurs sont mécontents. Et puis c'est facile de parler d'abondance. Vous savez bien qu'à côté du luxe, il y a la misère, les nouveaux pauvres, les sans-abri. Allons, ouvrez les yeux. Enregistrement numéro 23. Bonjour, professeur. Aujourd'hui,
vous avez accepté de venir nous parler des dauphins. Dites-nous, est-ce que ce sont vraiment les animaux les plus intelligents? On le dit. Mais les comportements des dauphins en liberté sont encore pleins de mystères. Nous savons seulement que leurs possibilités intellectuelles sont grandes, encore plus grandes que celles des singes. Vous savez que les dauphins ressemblent à des poissons, mais ce sont pourtant des mammifères qui appartiennent à la même famille que les baleines. Il y a 70 millions d'années, certaines espèces vivaient sur Terre, et puis elles se sont mises à vivre dans l'eau, et elles se sont lentement adaptées à ce nouveau milieu. On dit que leur cerveau est aussi gros que celui de l'homme. Le cerveau des dauphins est proche de celui des mammifères les plus évolués. Il est presque aussi gros et aussi complexe que celui de l'homme. Mais ce n'est pas la preuve que les dauphins sont aussi intelligents que nous. Tout dépend de la manière dont ils utilisent leur cerveau. Et le sonar, qu'est-ce que c'est? Le dauphin possède un merveilleux instrument pour se repérer sous l'eau, même quand il n'y voit rien. Il a un sonar. Et grâce à ce sonar, il émet des cris très aigus, des ultrasons, que l'homme ne peut pas entendre. Ces ondes sonores se déplacent dans l'eau et se réfléchissent sur les obstacles. Le dauphin capte les échos qui reviennent à lui, et son cerveau les analyse pour localiser l'objet et repérer sa forme. Il est ainsi capable de situer un objet de 5 cm à 400 mètres de distance. Et ils parlent, n'est-ce pas? Les dauphins parlent. Les dauphins possèdent-ils un vrai langage? Non, mais certainement un système de communication que personne n'est encore capable de comprendre. Nous savons qu'un dauphin respire par un trou situé sur sa tête, et c'est aussi par là qu'il émet des sons pour communiquer grâce à des claquements très variés. Certains chercheurs ont pu distinguer une trentaine de sons élémentaires qui seraient le vocabulaire d'un dauphin. Que signifie-t-il? Nous sommes encore loin de le savoir. Une dernière question. Est-il vrai que le dauphin est un animal social? Effectivement, les dauphins sont des animaux qui vivent en groupe, des animaux sociaux. Comme les hommes, ils ont besoin les uns des autres pour vivre. Lorsqu'un banc de dauphins en liberté est endormi, l'un d'eux reste éveillé pour monter la garde. Le commandant Cousteau, le célèbre océanographe, a souvent remarqué dans ses voyages en mer que les dauphins en danger s'entraidaient. Un dauphin malade est souvent porté par 2 ou 3 de ses compagnons. Alors, intelligent ou pas intelligent, notre cousin marin? Il y a une trentaine d'années, on le croyait capable d'un langage pour communiquer. Aujourd'hui, les spécialistes sont beaucoup plus prudents. Le dauphin est sans doute un animal très doué. Des expériences tentent de lui apprendre un langage créé pour lui. Suivons les résultats de ces expériences.